Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on explore le prêt lombard. C'est un outil financier assez puissant, mais qui a ses subtilités. Il permet de mobiliser son patrimoine financier. Cette analyse, elle vous est offerte par IG Conseil. Alors, la question, c'est comment on transforme ces actifs en cash, en liquidité, mais sans avoir à les vendre. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Exactement. Le prêt lombard, son principe de base, c'est ça. Obtenir un crédit, mais au lieu d'une garantie classique, on met en gage, on nantit des actifs financiers. Ça peut être des actions, des obligations, une assurance vie. L'intérêt majeur, c'est qu'on obtient des liquidités rapidement, tout en gardant ses placements. On ne vend rien, donc on garde la propriété, les dividendes, les intérêts, et on évite l'impôt sur les plus-values latentes à ce moment-là. Ah oui, débloquer la valeur dormante, comme on dit parfois. C'est une image assez parlante, ça. Concrètement, ça se passe comment avec la banque, ce nantissement? Alors c'est ça, le nantissement, les actifs servent de garantie. Mais attention, la banque ne prête jamais 100% de la valeur de ses actifs. Jamais. Elle applique ce qu'on appelle une décote. C'est une marge de sécurité, quoi. Une décote, d'accord. Et elle varie beaucoup, cette décote? Oui, ça dépend de l'actif. Pour un fonds euro en assurance vie, très sûr, la décote est faible, parfois nulle. Mais pour des actions qui sont plus volatiles, on est plutôt sur du 30, 40, voire 50% de décote. Ok, donc si j'ai, mettons, un portefeuille d'1 million d'euros, surtout en actions, avec une décote de 40%, ça veut dire que la banque considère une valeur de garantie de 600 000 euros, c'est ça? C'est exactement ça. La base de calcul pour le prêt, c'est ces 600 000 euros. Et on peut emprunter combien sur cette base nantie? Généralement, le montant du prêt sera inférieur à cette valeur nantie. Disons, souvent entre 350 000 et la totalité des 600 000 euros, ça dépendra vraiment de la banque, du dossier de l'emprunteur. Ce sont aussi souvent des prêts assez courts, 1 à 5 ans, souvent renouvelables. Et le remboursement, c'est fréquemment in fine. In fine? C'est-à-dire, le capital est remboursé en une seule fois à la toute fin, à l'échéance du prêt. Pendant la durée du prêt, on ne paye que les intérêts. Je vois. J'ai un exemple en tête. Peut-être un dirigeant d'entreprise. Il a 600 000 euros sur une assurance vie. Il a besoin de 300 000 euros pour acheter des bureaux. Là, le Lombard, ça lui permet d'avoir les fonds sans casser son contrat d'assurance vie, sans payer d'impôts sur les plus-values. Tout à fait. C'est un cas d'usage très fréquent. On le voit aussi pour financer de la trésorerie d'entreprise ou même un investissement locatif, par exemple. Quels sont les grands avantages alors, si on résume? Bon, le premier, c'est la liquidité sans vendre. Ça, c'est clair. On préserve son patrimoine et sa stratégie long terme. Ensuite, la flexibilité. Les fonds obtenus peuvent être utilisés pour beaucoup de choses. Et puis, l'optimisation fiscale. J'en parlais. Pas d'imposition immédiate sur les plus-values latentes. Et si on utilise le prêt pour financer un investissement locatif, au régime réel, les intérêts d'emprunt sont déductibles des revenus fonciers. Ah, intéressant ça. Oui, et ça peut même avoir un impact sur l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. La dette vient en déduction de l'actif taxable. Bon, attention, pour les prêts en fine, l'administration fiscale applique un amortissement fictif annuel pour calculer la dette déductible, mais ça reste un levier. Bon, cette flexibilité, elle est très attractive. Mais j'imagine qu'il y a des risques. Ici, ça devient vraiment intéressant. Que se passe-t-il si les marchés financiers se retournent? Oui, et c'est là qu'il faut être très vigilant. Le risque numéro 1, c'est l'appel de marge, le fameux margin call. L'appel de marge. Si la valeur des actifs que vous avez mis en garantie baisse de manière significative, eh bien la banque peut vous demander de remettre de l'argent ou d'autres actifs en garantie ou de rembourser une partie du prêt immédiatement. Oula, et si on ne peut pas le faire, en pleine crise boursière, ça doit être compliqué. C'est le scénario catastrophe. Si l'appel de marge n'est pas satisfait, la banque a le droit de vendre elle-même une partie ou la totalité de vos actifs nantis pour se rembourser. Et cette vente forcée, elle arrive souvent au pire moment, quand les marchés sont bas. Donc, on réalise les pertes. C'est un vrai risque. D'accord. D'autres inconvénients? Le coût peut-être. Oui, le coût. Le taux d'intérêt est souvent basé sur un indice, comme le Ribor, plus une marge pour la banque. Actuellement, on peut voir des taux autour de 4,7% par exemple. Ça peut être plus élevé qu'un prêt immobilier classique. Il y a aussi le risque de hausse des taux, si le taux est variable. Et puis, il faut le dire, c'est un produit qui n'est pas accessible à tout le monde. Il faut déjà avoir un patrimoine financier assez conséquent pour intéresser la banque. Une question pratique qui revient souvent. Quel type d'actifs on peut mettre en garantie? On a parlé d'assurance vie, d'actions. Oui, principalement l'assurance vie, surtout les fonds en euros, qui sont très appréciés des banques.
Les comptes titres ordinaires, les CTO. Même le PEA, plan d'épargne en action, peut parfois être nanti, sous condition. Les obligations aussi. C'est beaucoup moins courant pour des choses comme les crypto-monnaies ou le capital investissement private equity via les banques traditionnelles. Et le montant qu'on peut emprunter, ça dépend toujours du risque de l'actif nanti. Jusqu'à 100% sur un fonds euro sécurisé, mais plutôt 30 à 50% sur un portefeuille d'actions, comme on disait. Alors, si on devait retenir les points clés, les conseils essentiels. Bon, premièrement, ne jamais nantir la totalité de son patrimoine disponible. Il faut garder une marge de sécurité personnelle. Logique. Deuxièmement, si possible, diversifier les actifs qu'on met en garantie. Ça peut réduire le risque global. Troisièmement, bien lire, mais vraiment bien lire, le contrat. Surtout les clauses sur la décote initiale et les conditions d'appel de marge. C'est crucial. Quatrièmement, comparer les offres des différentes banques. Les conditions, les taux, les marges peuvent varier. Et enfin, le conseil le plus important peut-être, voir le prêt lombard comme un outil. Un outil puissant, oui, mais complémentaire. Il n'est pas fait pour tout le monde et demande une bonne compréhension des risques. C'est plutôt pour des investisseurs avertis. Merci beaucoup pour cette analyse très claire et pleine de nuances. Le prêt lombard, on le voit, c'est un levier patrimonial potentiellement très intéressant, mais clairement à utiliser avec discernement et expertise. Et ça me laisse avec une réflexion, une question pour nos auditeurs. Si cet outil permet d'investir sans désinvestir, jusqu'où est-il raisonnable de pousser cet effet de levier sur son propre patrimoine, avant que l'avantage ne se transforme potentiellement en piège? Une question à méditer. Pour aller plus loin sur ce sujet, vous pouvez retrouver notre article complet sur le blog IG Conseil. L'adresse c'est blog.ig-conseil.com. L'article s'intitule Prêt lombard, comment optimiser votre patrimoine sans vendre vos actifs. Cet épisode vous a été proposé par IG Conseil. Notre mission, vous former aux meilleures pratiques en gestion d'entreprise, finance, comptabilité, digitalisation et intelligence artificielle. Nous formons déjà de nombreux entrepreneurs. Pourquoi pas vous? À très bientôt pour une prochaine exploration. Et surtout, investissez dans vos compétences. Votre patrimoine en tirera tous les bénéfices.